Bonjour, il y a peu je vous parlais de l'Achillée millefeuille et de la place que je lui accorde dans mes accompagnements des troubles féminins. C'est une plante qui est très connue et essentielle mais qui ne va pas agir isolément dans la complexité des déséquilibres hormonaux de la femme. Son action est complétée par celle de l'alchémille qui occupe une place à part, vous allez le voir, à la fois singulière et intrigante. L'alchémie, elle est souvent évoquée dans les troubles du cycle menstruel, les règles douloureuses ou les déséquilibres de la phase lutéale, mais on a encore pas mal de zones d'ombre au sujet de la compréhension précise de ces mécanismes d'action. Parce que, à l'heure où les données scientifiques s'affinent avec une précision remarquable sur des plantes comme le guétillier ou l'acté à grappes noires, dont les effets sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et la modulation hormonale sont désormais bien documentés, et bien l'alchémie, elle résiste encore à une compréhension pleinement rationnelle. Elle est classée parmi les plantes dites lutéotropes, et pourtant, vous allez voir qu'elle laisse entrevoir une action beaucoup plus complexe et globale. Et c'est précisément dans cet espace, entre les savoirs empiriques et la recherche scientifique, que j'ai tenté de développer ma réflexion en essayant de dresser un portrait de cette plante dans ses usages féminins traditionnels, à travers la littérature, c'est-à-dire les retours de terrain de divers herboristes et chercheurs à travers le monde, tout en approfondissant sa potentielle action hormonale, en m'appuyant sur les dernières recherches en la matière et en vous délivrant au passage ma manière de l'utiliser dans mes accompagnements. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacienne et que mes articles et vidéos s'appuient sur mes recherches dans la littérature scientifique et sur mes retours de terrain en tant que praticienne en herboristerie et naturopathe. Je vous propose d'ailleurs un PDF gratuit à télécharger sous cette vidéo afin de vous aider dans l'accompagnement de l'endométriose dans une perspective bien-être. Alors, l'alchémie, c'est d'abord un tonique utérin et un soutien des tissus reproducteurs féminins. J'aime beaucoup la description qu'en fait Matthew Wood dans son traité d'herboristerie énergétique. Il nous dit « La feuille plissée ressemble à un manteau ou à la patte d'un gros chat, mais elle m'a toujours rappelé les membranes mésentériques qui retiennent les intestins. Je suppose que j'ai une imagination médicale. C'est une signature ou au moins un moyen mnémotechnique qui suggère que l'alchimie est astringente, tonique et qu'elle renforce les structures et tissus abdominaux. Donc l'alchémie, c'est avant tout une plante de structure. Les docteurs Valnet et Corjon nous disent qu'elle est astringente, hémostatique et tonique des tissus et qu'elle agit en profondeur sur ce qui relâche, ce qui épuise et ce qui perd de sa tenue. À cela, on ajoute des propriétés anti-inflammatoires, vulnéraires et légèrement diurétiques qui vont élargir son champ d'action bien au-delà du seul système reproducteur. Elle agit à la fois sur le plan physique, en renforçant les tissus et en régulant les flux, et sur un plan plus subtil en apportant une forme de contenance dans les périodes de vulnérabilité. Je vous précise d'ailleurs que vous retrouvez tous les auteurs que je cite et toute ma bibliographie dans mon article en ligne associé à cette vidéo. Donc l'alchémie, elle agit comme un véritable tonique des tissus conjonctifs, ligaments, tendons, muqueuses. Elle permet de redonner de la tenue aux tissus relâchés, de soutenir l'utérus après un accouchement, de prévenir ou accompagner une ptose utérine et de favoriser la tonicité des muqueuses. Son action s'étend même de manière traditionnelle à la fermeté des seins via des applications locales. On note que dans certains pays, entre autres en Suisse, les femmes réalisent des cataplasmes de la plante ou de l'infusion de feuilles d'alchémie sur des seins un peu trop flasques et distendus en postpartum. Ensuite, son deuxième usage traditionnel, c'est celui pour les règles abondantes et saignements excessifs. Grâce à son action astringente et hémostatique marquée, l'alchémie elle est particulièrement indiquée en cas de menstruation abondante, ce qu'on appelle dans le jargon les ménorrhagies, ainsi que les métrorragies, c'est-à-dire un saignement vaginal qui survient en dehors du cycle menstruel normal, ou de saignement prolongé. Et là, on a un certain nombre d'auteurs qui valident ce propos. Valnet, Lu et Fournier, Wood, Mulot, Corjon, Laurin, Leclerc, liste non exhaustive. Donc vous l'aurez compris, l'alchémie est pertinente en cas de règles hémorragiques, en période de périménopause quand les saignements sont anarchiques, après un accouchement lorsque le postpartum s'accompagne de saignements,
et en cas de spotting ou de cycle court. Grâce à ces tanins, en fait, elle agit en resserrant les tissus utérins et en limitant les pertes sanguines excessives. Ensuite, l'alchimie est conseillée pour le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel, TDPM. On peut compter sur 3 propriétés phares de la plante pour le SPM. Son action sur la congestion pelvienne, sous forme de compresses en externe pour les mastoses et mastodynies. Alors la mastose, c'est une affection bénigne des seins qui sont en fait granuleux et douloureux et gonflés. Et la mastodynie, c'est une douleur au sein. Et la plante est également utile pour aider la remontée de progestérone en deuxième partie de cycle pour agir sur le trouble de l'humeur et l'irritabilité du TDPM. On va approfondir un peu plus tard sa potentielle action hormonale. Et elle est également citée par plusieurs auteurs pour les céphalées liées au SPM. Une autre indication classique est pour les fibromes, kystes et endométriose. On a une action sur les tissus et les stagnations et l'alchimie est régulièrement intégrée au protocole. Son intérêt repose sur son action astringente, son effet anti-inflammatoire et sa capacité supposée à limiter certaines formes de stagnation ou d'accumulation. Ce n'est pas une plante de dissolution à proprement parler, mais elle accompagne les terrains marqués par des excès ou des congestions. Les docteurs Claudine Lu et Annie Fournier nous disent effet progestatif, douleur des règles, syndrome prémenstruel, aide à régulariser les règles, fibromes, endométriose. Le docteur Laurin précise activité anti-endométriosique in vivo rat dans un modèle d'endométriose induite expérimentalement. L'alchimie réduit les lésions d'endométriose et l'activité inflammatoire qui s'y rattache. Je vous mets en bibliographie la fameuse étude expérimentale menée sur des rats malheureusement. Ensuite, l'alchimie, elle est utilisée pour le SOPK. Alors on comprend encore mal sur le plan strictement biologique comment agit la plante et pourtant on a des données qui commencent à éclairer doucement ce que l'on observe depuis longtemps sur le terrain. Ici encore, c'est une étude expérimentale malheureusement menée sur des rats qui s'est intéressée à l'effet de la plante dans le SOPK. Je vous résume rapidement les résultats de cette étude. Les chercheurs ont constitué 3 groupes de rats femelles, un groupe SOPK, un groupe contrôle et un groupe SOPK traité par extrait d'alchimie. Ils ont administré en sous-cutané une dose de DHEA, donc une hormone androgène pour simuler un SOPK, pendant 35 jours dans les groupes SOPK et SOPK plus alchimie. Les rats du groupe traité ont donc également reçu par voie orale un extrait d'alchimie à raison de 50 mg pour 100 g de poids corporel par jour sur la même durée. À l'issue de l'expérimentation, les chercheurs ont évalué plusieurs paramètres. La pression artérielle systémique, la fonction endothéliale vasculaire et la morphologie ovarienne ainsi que des biomarqueurs endocriniens. Les niveaux de TNF-alpha ont également été mesurés dans l'aorte thoracique et les ovaires. Les résultats montrent que le groupe SOPK, qui présentait des déséquilibres hormonaux, des altérations morphologiques ovariennes et une dysfonction endothéliale, ont été bien améliorés après traitement par extrait d'alchimie. Et l'alchimie a même permis de réduire les taux de TNF-alpha au niveau de l'aorte et des ovaires. Autrement dit, l'alchimie ne se contenterait pas d'agir localement sur l'utérus ou les muqueuses, elle pourrait également intervenir sur des mécanismes plus profonds en lien avec l'inflammation et la santé vasculaire, 2 dimensions que l'on retrouve très souvent dans les troubles hormonaux féminins. Ce sont des résultats encore exploratoires bien sûr, mais qui viennent faire écho de manière assez troublante à ce que l'on observe en pratique depuis des années. L'alchimie, elle est également la plante du soutien lors des grandes transitions chez la femme. Elle intervient dans ces moments charnières que sont l'accouchement, le postpartum, le prolapsus et les fausses couches. Elle soutient à la fois les tissus, rétraction, cicatrisation, limitation des saignements, et elle offre un accompagnement plus global dans ces phases de transformation profonde. Les docteurs Claudine Lu et Annie Fournier nous disent que la plante est utilisée au Moyen-Âge par les femmes venant d'accoucher pour retendre les tissus, leur redonner leur virginité et de l'éclat au sein flétri. Matthew Wood, quant à lui, nous dit « L'alchimie agit également sur l'utérus, renforçant les muscles et les tissus, retirant le prolapsus et l'excès d'humidité et de stagnation. Elle est utilisée dans les 3 derniers mois de la grossesse comme partus préparator et également dans les quelques mois suivant l'accouchement. En tant que plante astringente, tonique, nutritive et asséchante, elle restaure l'état des tissus. »
L'alchimie a une étonnante capacité pour restaurer les tissus déchirés, rompus ou séparés. Et le docteur Morel sur Wikiphyto parle aussi de son usage pour l'atonie pelvienne, donc tout ce qui va être descente d'organes. On a également encore d'autres indications gynécologiques. Perte blanche, vaginite, mycose, candidose et prurite vulvaire. L'alchimie, elle a des propriétés antifongiques, dont anti-candida albicans et antimicrobiennes en relation avec sa richesse en tanins. Elle est également très cicatrisante et vulnéraire. Alors je vais vous donner des indications thérapeutiques en usage externe de différents médecins et herboristes pour toutes ces conditions que je viens de vous citer. Pour les ablutions, injections vaginales en application, nettoyage externe, le docteur Valnet conseille une décoction de 100 g de feuilles séchées par litre d'eau. Marie-Antoinette Mulot, quant à elle, conseille en usage externe 40 g pour 1 litre d'eau froide, faire bouillir 5 minutes, infuser 10 minutes, passer et utiliser tiède. Les docteurs Claudine Lu et Annie Fournier proposent des bains de siège pour les leucorrhées ou douches vaginales à raison de 40 g de plantes pour 1 litre d'infusion par bain 2 fois par jour. Matthew Wood conseille carrément, lui, des bains avec l'infusion des feuilles lorsqu'il y a des mycoses et des candidoses chroniques. Alors, maintenant qu'on a vu tous les usages traditionnels de la plante, on va essayer d'approfondir son fonctionnement dans les troubles hormonaux et les insuffisances lutéales, c'est-à-dire un déficit en progestérone ou une mauvaise balance œstrogène-progestérone. L'alchimie, elle est très efficace, je le vois au quotidien dans mes accompagnements, dans des tableaux évoquant une insuffisance en progestérone, c'est-à-dire des cycles courts, des règles abondantes, du spotting en deuxième partie de cycle, donc les quelques jours de spotting avant les règles, vous savez. Et en fait, ces mécanismes d'action hormonaux restent encore mal élucidés, même si son usage empirique, lui, il est solidement ancré. Elle s'inscrit parmi les plantes qu'on appelle donc lutéotropes, avec une action probablement indirecte, mais qui est cliniquement observable. Alors, que nous dit la science exactement à ce sujet? Quels sont les composés actifs qui pourraient lui donner cette fonction lutéotrope? À l'époque du docteur Valnet, 1986, on répertorie principalement les tanins, les acides élagiques et lutéiques. Ensuite, les docteurs Claudine Lu et Annie Fournier nous parlent de tanins galliques et élagiques, flavonoïdes et proanthocyanidol, acide salicylique et phytostérol. Si on se plonge dans le Lorrain et Wikiphyto, on obtient une longue liste de composés actifs que vous retrouvez dans mon article en ligne. Je me suis donc prêtée à un petit jeu ici, c'est de faire une analyse en fait, à l'aveugle de ces composés, sans savoir que l'on parle de l'alchimie en fait. Et une plante qui contient de tels composés actifs agira sur les tissus avec une force à la fois resserrante, protectrice et modulatrice. Sa composition, elle est proche de celle de l'aigremoine par exemple, qui n'a aucune action hormonale. Sa richesse en tanins lui confère une action astringente marquée, qui est capable de resserrer les muqueuses, de limiter les sécrétions excessives et de freiner les petits saignements, ce qui la rend particulièrement intéressante dans les troubles digestifs, comme les diarrhées ou les inflammations intestinales, mais aussi au niveau buccal ou gynécologique. Cette base astringente, elle est soutenue par la présence de proanthocyanidol, catéchine et procyanidine qui orientent la plante vers une action vasculoprotectrice en améliorant la résistance des capillaires et en soutenant la microcirculation, avec un intérêt potentiel dans les sensations de jambes lourdes, les fragilités vasculaires ou les troubles hémorroïdaires. Ensuite, les flavonoïdes tels que la quercétine, le camphéral ou la lutéoline viennent compléter ce tableau en apportant une dimension anti-inflammatoire, douce et antioxydante qui participe à apaiser les terrains irrités ou réactifs. Donc l'ensemble dessine le profil d'une plante à tropisme digestif et circulatoire qui agit comme un véritable agent de contention physiologique. Elle calme ce qui s'enflamme, resserre ce qui se relâche et protège des tissus fragilisés, tout en nécessitant une utilisation mesurée chez les terrains sensibles en raison de sa richesse en tanins. Tous ces composés ne suggèrent absolument pas spontanément un effet lutéotrope ou progestatif, car ils relèvent principalement des familles biochimiques, donc tanins, proanthocyanidol et flavonoïdes, connus pour leur action astringente, vasculaire et anti-inflammatoire et antioxydante, mais dépourvus d'impact direct sur l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien.
Ils peuvent tout au plus soutenir indirectement l'équilibre hormonal en modulant l'inflammation ou certains processus métaboliques, sans pour autant intervenir sur la sécrétion de progestérone ni sur l'activité du corps jaune. Alors d'où vient cette action lutéotrope, vous me direz? That is the question. Le docteur Laurin écrit: propriété lutéotrope, l'alchimie régularise la sécrétion ovarienne de progestérone, facilite la sécrétion et la production lutéale, ce qui la rend cliniquement efficace dans l'endométriose et la prise en charge des troubles prémenstruels et menstruels. De par son activité de type progestatif et son action héménagogue, elle provoque, facilite et régularise les règles. Le docteur Morel sur Wikiphyto, lui, il nous dit lutéinique, présente cliniquement des effets progestatifs sans principe actif identifié, vraisemblable stimulation du corps jaune. Donc après moult recherches, voici la conclusion, on a une absence quasi complète d'essais cliniques isolés pour les indications gynécologiques traditionnelles, malgré plus d'un siècle d'usage empirique référencé dans la littérature de nos herboristes, et malgré une utilisation quasi millénaire de la plante. Les seules principales activités biologiques de l'alchimie démontrées et validées par la science sont le fait qu'elle soit un antioxydant puissant, anti-inflammatoire, antimicrobien, cicatrisant, cutané, activité aussi anticancéreuse in vitro et modèle murin, et active sur la vasorelaxation et réduction de la tension artérielle. Le mystère resterait donc entier et s'ajouterait à toute la magie déjà présente autour de cette plante des alchimistes. Ou pas, parce que finalement je suis tombée sur une autre piste d'analyse, celle du mimétisme clinique de l'alchimie. La plante ne stimule pas la progestérone, elle n'en contient pas, et pourtant elle donne l'impression que tout rentre dans l'ordre comme si cette hormone faisait enfin son travail. En réalité, elle agit directement sur les manifestations du déséquilibre sans passer par la case hormonale. Quand la progestérone est suffisante, l'utérus est plus calme, moins contractile, les douleurs diminuent, les crampes s'espacent. L'alchimie obtient ce même relâchement, mais par une action antispasmodique. Elle vient freiner les mécanismes de la contraction et de la douleur. Ce n'est pas l'hormone qui augmente en fait, c'est le muscle qui se calme. Même chose du côté des saignements. Une bonne imprégnation en progestérone permet de maintenir une muqueuse stable, avec un flux régulé. L'alchimie, elle, agit par son effet astringent. Elle resserre les tissus, elle va tenir les vaisseaux et limiter les débordements. Le résultat est donc similaire, mais le chemin est différent. Enfin, sur le terrain inflammatoire, la progestérone joue un rôle d'apaisement face à une dominance œstrogénique souvent pro-inflammatoire. Là encore, l'alchimie intervient à sa manière avec une action anti-inflammatoire locale qui vient calmer la sphère pelvienne. C'est précisément ça le mimétisme clinique. Ce sont des effets qui se superposent à ceux d'une hormone sans que l'hormone ne soit impliquée. Bon, et on a aussi une autre piste, c'est le stress oxydatif au niveau ovarien. Il est aujourd'hui reconnu comme un facteur qui peut perturber la folliculogénèse, la maturation ovocytaire, ainsi que la qualité du corps jaune. Et on a plusieurs travaux expérimentaux, in vitro et in vivo, qui montrent que la stéroïdogénèse, notamment la synthèse de la progestérone par les cellules lutéales, est particulièrement sensible aux espèces réactives de l'oxygène. Et on l'a vu, l'alchimie contient des composés polyphénoliques, notamment des tannins élagiques et des flavonoïdes connus pour leurs propriétés antioxydantes importantes. Il est donc envisageable qu'en réduisant localement la charge oxydative, la plante contribue indirectement à restaurer un fonctionnement ovarien plus optimal, y compris une production de progestérone auparavant insuffisante ou fragilisée. Ultime piste également, c'est celle d'un possible soutien de la lutéinisation. Donc je vous fais un mini rappel physiologique. Après l'ovulation, le follicule qui a libéré l'ovocyte ne disparaît pas immédiatement. Il se transforme en une structure temporaire appelée corps jaune, dont le rôle principal est de produire la progestérone durant la seconde partie du cycle appelée phase lutéale. Cette transformation qu'on appelle la lutéinisation est une étape particulièrement sensible et complexe. Elle dépend notamment de la bonne réponse des cellules ovariennes à la LH, donc l'hormone lutéinisante, mais aussi de la qualité de l'environnement local au niveau de l'ovaire. Sauf que un terrain inflammatoire chronique de bas grade, un excès de stress oxydatif ou certaines perturbations métaboliques peuvent fragiliser cette transition.
Le corps jaune, il devient alors moins performant avec une production de progestérone parfois insuffisante ou instable. Et dans ce contexte, l'alchimie pourrait agir de manière indirecte en améliorant les conditions physiologiques nécessaires à une lutéinisation de meilleure qualité et favoriser la formation d'un corps jaune plus fonctionnel et donc une sécrétion de progestérone plus stable durant la phase lutéale. Donc il ne s'agirait pas ici d'un effet hormonal direct de la plante, mais plutôt d'un soutien du micro-environnement ovarien qui permet une meilleure efficacité des mécanismes naturels du cycle. Cette hypothèse, elle reste théorique à ce jour, mais elle apparaît cohérente avec les connaissances actuelles sur la physiologie ovarienne et elle rejoint les observations empiriques rapportées par certains praticiens de terrain. Et l'alchimie chez l'homme, vous me direz, bien que l'alchimie soit avant tout une plante du féminin, elle trouve ponctuellement sa place chez l'homme et notamment dans les cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, l'HBP, comme le mentionne David Winston. C'est une utilisation qui est plus rare, mais qui est cohérente avec son action sur les tissus et les muqueuses. Alors, pour terminer, on va parler des conseils d'utilisation de l'alchimie. Plutôt en post-ovulatoire, car elle a tendance à bloquer l'ovulation, et pendant les règles, si saignement abondant. Donc en tisane, on partira sur 3 cuillères à soupe pour 75 centilitres d'eau, si on est sûr d'avoir ovulé, jusqu'à l'arrivée des règles. Autre possibilité de dosage, le docteur Gilles Corjon conseille 5 g de feuilles séchées par tasse ou 30 g par litre. Porter à ébullition et laisser infuser 10 minutes et boire 2 à 3 tasses par jour. En alcoolature de la plante fraîche, on pourra faire 30 à 50 gouttes 2 à 3 fois par jour dans un fond d'eau. Au niveau des précautions d'emploi, la plante elle est très sûre et pas de contre-indication notable. Elle est néanmoins déconseillée en début de grossesse et on fera en sorte de la prendre à distance d'une quelconque médication vu sa teneur en tanins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec l'alchimie. Si vous avez des sources scientifiques à m'envoyer pour affiner son action sur la phase lutéale du cycle féminin, je suis preneuse parce que j'ai passé pas mal de temps à éplucher la littérature et je n'ai pas trouvé grand-chose. Vous pouvez me donner les références en commentaire de cette vidéo ou me les envoyer par mail. Et si vous souhaitez soutenir mon travail de recherche en santé intégrative, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.